On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on reçoit un artiste qui est en exposition d'ailleurs pour les prochaines semaines jusqu'au début décembre chez Action Art Actuel du côté de la rue Richelieu à Saint-Jean-sur-Richelieu et ça s'intitule « Pète pas ma balloune » par la famille Plouffe. Mais d'abord, c'est le moment de parler de la campagne de financement de la Société Saint-Vincent-de-Paul de Saint-Jean. 400 000 $, c'est l'objectif. Il y a d'ailleurs une campagne postale qui commence ces jours-ci. Au début du mois de novembre, c'est le moment où on vous annonce la campagne de financement pour la prochaine année de la Société Saint-Vincent-de-Paul de Saint-Jean-sur-Richelieu. Objectif, 400 000 $, différentes activités à venir. On en discute avec d'abord la présidente de la Saint-Vincent-de-Paul Saint-Jean, Lise Boyer. Bonsoir. Bonsoir. Accompagnée de Caroline Sigouin, qui en est la coordonnatrice. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bon, campagne de financement, 400 000 $ d'objectifs. Vous avez d'abord aussi une campagne postale là, qui démarre ces jours-ci. En principe, cette semaine. Ouais. Demain, il y a des gens qui vont déjà recevoir leur enveloppe. C'est une de nos grosses activités, la sollicitation postale. Et généralement, la sollicitation postale, vous la faites quoi, 2 fois par année? 2 fois par année, oui. Là, c'est la sollicitation postale ciblée à tous nos donateurs qu'on reçoit à la Saint-Vincent-de-Paul avec leur adresse. Et au mois d'avril, c'est la sollicitation postale J3, J3B qui est notre secteur, mais par le Publisac. Par le Publisac. Oui. Alors que dans ce cas-ci, on parle d'une sollicitation postale. Donc ça, c'est quand même, ça, c'est un des morceaux de la campagne de financement. Puis là, vous avez évidemment, puis on y reviendra, mais bon, il y a les activités habituelles, la guignolée, évidemment, puis on pourra en reparler dans quelques semaines, puis il y a d'autres activités dans l'année. Mais parlons du portrait global de la Saint-Vincent-de-Paul, parce qu'il y a quand même eu des changements chez vous. Vous avez maintenant l'ajout d'un comptoir vestimentaire sur la rue Saint-Jacques, non loin d'Industriel. Ça vous a donné un pas pire coup de main. Un gros coup de main. Mais d'ailleurs, c'était prévu, quand on a ouvert le comptoir vestimentaire, c'était prévu que ça deviendrait une source de financement plus fiable, plus stable. Mais depuis ce temps-là, ça fait quand même, ça va faire 4 ans, mais ça fait 3 ans environ, on a agrandi 3 fois le comptoir vestimentaire déjà. En février, on est déménagé pour la dernière fois. Là, on a doublé notre superficie et on a maintenant 4 bacs de récupération. Quand même. Oui. Et quand vous regardez la dernière année d'opération, ça vous a donné environ 100 000 $ de profit net? Oui, 100 000, oui. Puis on a mis 20 000 $ pour déménager. Ce qui devient un investissement rentable. Absolument. Bon. Quelles sont les autres sources de financement, mis à part la sollicitation postale ou encore le comptoir vestimentaire qui rapporte des sous? C'est quoi les autres activités? On a un brunch populaire le 26 novembre prochain, qui est à la salle de Chevalier de Colomb à Iberville. Alors ça, c'est ouvert à toute la population, à prix aussi qui est bien pour tout le monde, 12,50 $ pour les adultes et 5 $ pour les enfants. Par la suite, il y a la guignolée. La guignolée, on amasse environ 25 000 $ monétaires. Ouais. Et il y a le barrage routier aussi le 9 décembre prochain sur la rue Choquette et Pierre-Caisse qui nous donne un montant de 6 000 $ environ. Bon. C'est important de rappeler que la Saint-Vincent-de-Paul est un organisme qui n'est pas vraiment subventionné. Pas subventionné, non, parce qu'on a des valeurs catholiques. C'est ça, le fondement même de l'organisme oui, est de cette base-là. Oui. Donc, vous n'êtes pas admissible à des subventions. Aucune subvention, non. Bon. Non. Quelle est l'aide que vous recevez de la part de vos partenaires, des commanditaires, des commerçants, de la ville? Bref, cette aide-là, elle ressemble à quoi? La ville loge la Saint-Vincent-de-Paul et paye une partie des dépenses de la banque alimentaire. Depuis quand même des années et des années, moi, je ne suis pas capable de dire depuis combien de temps, historiquement, ouais, la ville donne de l'argent. En principe, on reçoit 60 000 $ pour ça, à chaque année, de la ville. C'est écrit dans les journaux, ça, à chaque année. Ensuite de ça, on a des dons alimentaires de tous les épiciers locaux. Cette année, 900 000 $ de valeur de denrées qu'on a eues des épiciers et des pharmaciens locaux. C'est énorme. C'est beaucoup. Ouais. C'est 100 000 $ de plus que l'année passée. Moisson Rive-Sud donne environ 300 000 $ moins d'année en année parce qu'eux autres, ils ont des difficultés un petit peu financières. Ensuite de ça, là, le reste, c'est des petites activités, du partenariat, tout ça. Hein? Puis, il y a notre comptoir vestimentaire. Bon, je sais que vous aviez là, des inquiétudes la dernière fois qu'on s'est vu avec la fermeture de l'épicerie Provigo de Michel Milot.
parce que parmi les épiciers, lui, en plus, il vous donnait de la viande. Et ça, c'était quand même un morceau important. Est-ce que vous avez réussi à remplacer par un autre épicier ou pas encore? Non, on n'a pas remplacé l'épicier Provigo, là, on n'est pas rendu là. Mais on a quand même des gens qui nous donnent un petit peu de viande. Des fois, on en a aussi de Moisson Rive-Sud. Puis le reste, c'est des achats qu'on fait. Parce qu'on achète aussi des denrées alimentaires à Et les chaque achats, année. bien, vous les faites avec l'argent que vous Oui, récoltez via absolument, vos activités de c'est ça. financement. Donc, vous avez un financement qui est un peu des deux côtés. Vous avez donc des partenaires qui vous offrent des valeurs alimentaires ou des frais de fonctionnement, puis de l'autre, vous avez de l'argent, de la vraie argent que vous avez récolté dans Oui. les activités Oui. qui vous permet de faire vos achats. Oui. Ce qu'on peut considérer aussi comme très important, c'est le bénévolat. Parce qu'on fait 48 000 heures de bénévolat cette année-là. C'est 8 000 heures de plus que l'année passée. Ça veut dire que pour garder le comptoir vestimentaire et la banque alimentaire, c'est quand même une masse d'heures de travailler là, qui est gratuite. Là. Et ces 48 000 heures annuelles, elles sont réparties à peu près en combien de bénévoles, combien de têtes? Une centaine environ, qu'on compte le comptoir vestimentaire et le comptoir alimentaire. Avez-vous des besoins en bénévolat? Est-ce qu'il y a une certaine récurrence? Ils reviennent ou vous avez un certain roulement qu'à un certain moment, il faut les remplacer? Bien, je vous dirais qu'au comptoir vestimentaire, on a besoin encore de bénévoles parce que c'est sûr que les personnes qui sont là ne font pas tous 5 jours semaine. Exact. Alors, on a besoin des bénévoles pour aider le monde sur le plancher ou faire le triage de vêtements. En ce moment, c'est là notre besoin là, pour la recherche de bénévoles. Bon. Maintenant, parlons des besoins. Là, on a dressé un peu le portrait de l'organisme, son financement, son fonctionnement. La clientèle, parce qu'il y a eu pendant une période de temps où chaque année, il y avait des augmentations. Là, est-ce que la clientèle s'est stabilisée? C'est plutôt stable présentement. Ce qu'on sait cette année, ça c'est très chaud, là, c'est peut-être pas tout à fait complet. On aurait servi 3 300 personnes dans l'année. Dans ça, il y a 1000 enfants. Ce qu'on sait aussi, c'est que notre clientèle, la majorité de nos adultes, 60 de nos adultes, sont des personnes vivant seules. On fait 11 500 dépannages alimentaires par année. On donne 1000 paniers de Noël. On donne des bons. On a donné 180 bons de 70 $ pour le début de l'école. Puis on a aussi notre nouveau partenariat avec Carrefour Jeunesse Emploi, où est-ce qu'on a mis 10 000 $ pour faire du microcrédit à ceux qui ont un retour, aux jeunes adultes là, qui ont un retour à l'emploi ou aux études. Quelle est la fréquence des visites de ces 3 300 personnes que vous aidez là, sur une base annuelle? Dans le fond, vous réussissez à les aider à quelle fréquence? Une fois par mois, une fois par 2 mois? Ça ressemble à quoi? Une fois ou 2 mois. Qui peuvent faire une demande d'aide alimentaire. Et le processus est toujours le même. C'est que même si ça fait quelques années qu'ils sont à notre banque alimentaire, ils doivent toujours repasser par le bénévole qui fait un suivi avec lui de ses dépenses et ses rentrées d'argent. Et à ce moment-là, là, ce qui est accepté, bien, il peut venir faire son épicerie. Et une fois par 2 mois, on leur donne l'équivalent de quoi? Au-dessus, une personne seule, c'est l'équivalent de pas loin de 125 $ pour une épicerie. Aux 2 mois? Oui. Mais il faut dire aussi qu'à tous les jours, du mardi au vendredi, on a du pain, on a du surplus qu'on donne qui peuvent venir cogner. On a du yogourt, des fois on a du lait, des fruits, des légumes qu'on peut donner. Là. Puis le vendredi, on donne notre surplus périssable aussi, ceux qui ont leur carte de membre, qui peuvent venir chercher les denrées qui sont encore bons à la consommation pour la fin de semaine jusqu'au mercredi. Bon. Sur le plan organisationnel, parce que c'est bizarre, cette question-là m'a été posée il y a quelques semaines. On sait, bon, les villes ont été fusionnées, mais les organismes comme le vôtre, vous êtes encore un peu dans les mêmes territoires que vous aviez avant. Les territoires demeurent les mêmes que les anciennes villes, en fait. Parce que nous, on dessert, on dit, le secteur Saint-Jean, donc, qui est l'ancienne ville. Les autres secteurs sont desservis par d'autres organismes, mais chacun... À Saint-Luc, à l'Acadie, Saint-Luc, du côté d'Iberville. Et Iberville, exactement. Okay. Oui. Est-ce que c'est un fonctionnement qui est efficient? Est-ce que c'est appelé à demeurer comme ça ou s'il y aurait un avantage éventuellement à mettre en commun, dans le fond, les ressources de tous les organismes du milieu?
Je ne sais pas si on pourrait mettre en commun. C'est sûr qu'évidemment, on pourrait dire que réalités sont c'est différentes aussi. l'idéal. Les réalités sont C'est différentes, très différentes, parce que les missions sont différentes aussi. Les missions sont différentes, les sources de financement sont différentes, les activités sont différentes. Nous, on est vraiment strictement presque une banque alimentaire, ce qu'il n'y en a pas d'autres, en fait. On est une grosse banque alimentaire, vraiment. Tout notre financement, on va le chercher pour ça. Il n'y en a pas d'autres banques alimentaires, mais peut-être qu'on est dans le gros secteur aussi de la pauvreté. Je pense qu'on est dans le gros secteur de la pauvreté. C'est ça aussi. Donc, vous desservez l'ancienne ville de Saint-Jean, qui à l'époque comptait 40 000 de population. Et forcément, la poche de pauvreté est plus importante dans des quartiers comme ici, Notre-Dame-Auxiliatrice ou limite Saint-Edmond, plus que dans d'autres secteurs de la ville, forcément. C'est ça. C'est tout notre secteur, en fait, c'est ça. Bon. C'est quoi l'avenir de la Saint-Vincent-de-Paul? Parce que, bon, à chaque année, on revient, on dit voici 400 000 de financement, stabilité au niveau du nombre de la clientèle. Quand on regarde ça sur une échelle de 3 à 5 ans, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire autrement? Est-ce qu'on peut avoir de nouvelles sources de financement? Bref, comment vous voyez l'avenir de la société à Saint-Vincent-de-Paul? Présentement, au niveau des sources de financement, on a quand même notre comptoir qui, pour nous, pour les besoins qu'on a actuellement, ça va. Ce qu'on a commencé à faire, dans le fond, nous, l'année passée ou un peu l'année d'avant, on a commencé à dire qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus que juste nourrir les gens. Ouais. On a commencé à penser comme en avant. On a dit qu'est-ce qu'on pourrait faire pour être proactif face à la pauvreté. Ça, c'est important. C'est là qu'on a commencé parce qu'on aide dans les écoles aussi. Tous les besoins primaires, il y a des besoins primaires qui sont criants dans les écoles. On fait ça, dans le fond, dans le but d'aider les jeunes à continuer l'école. Notre microcrédit aussi, cette année qu'on a commencé. Ça, c'est un autre point où est-ce qu'on dit comment on peut aider les gens à ne pas tomber dans la pauvreté. Ça, c'est 2 vecteurs qui sont importants pour nous autres. Là, nous, où est-ce qu'on dit qu'on est rendu? Puisque là, quand même, on a beaucoup de... On a du maillage, moi je dis, on a des partenaires fidèles, on a des donateurs fidèles. Ça, on n'est jamais sûr de tout ça à 100 %, sauf que pour l'instant, ça va bien. Ce qu'on se dit maintenant, nous, c'est qu'on voudrait, on est un peu à l'étroit, comme à la Banque alimentaire. On n'est pas propriétaire de rien du tout actuellement. Moi, je dirais que l'avenir de la Saint-Vincent-de-Paul, ça serait plutôt là, maintenant, si on veut l'asseoir comme il faut, comme entreprise, en fait, là, parce que c'en est une, on devrait peut-être investir dans une bâtisse. On réfléchit à ça. Mais ce n'est pas facile à trouver non plus. Donc, c'est là un peu qu'on oriente notre avenir actuellement. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas développer d'autres programmes non plus, puis tout ça, mais on avance un petit peu lentement parce qu'il faut être stable, puis il faut être sûr qu'on assure la pérennité de tout ça. Puis avec notre base de bénévoles, ça non plus, tu sais, des fois, c'est un peu... c'est fou. On est un petit peu ses œufs en quelque part, mais tout va bien. Donc, Alors, donc, sollicitation postale au cours des prochains jours. Donc, surveillez vos boîtes aux lettres pour l'ancien secteur de l'ancienne ville de Saint-Jean. Donc, ciblé, on disait tantôt. Ciblé, là, ça peut être, c'est pas juste Saint-Jean, ça peut être partout, les donateurs de partout, là. Les donateurs de partout. Oui, ça peut venir d'un peu partout. Qu'est-ce qui est ciblé? C'est au mois d'avril, J3, J3B. Bon. Donc, surveillez sollicitation postale, le brunch qui s'en vient à la fin novembre, de même que la guignolée. Et ça, évidemment, on y reviendra dans les prochaines semaines. Bien, à vous deux, merci beaucoup. Merci. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous parle d'une exposition qui a cours du côté d'Action Art Actuel. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on parle football. Oui, spécial Husky de Saint-Jean avec Marc Rémillard et David Gabin. Et tu sais quoi? Pas de NASCAR à la fin, mon ami. Yes, sir! Manquez pas ça. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend.
Coulisses Bêta, jeudi 19h. Télévision du Haut-Richelieu. Exposition du côté de la galerie Action Art Actuel, en vigueur jusqu'au 9 décembre prochain. Ça s'intitule « Pète pas ma balloune », exposition par la famille Plouffe. Avec nous pour en parler, l'artiste Guillaume Boudria-Plouffe. Bonsoir et bienvenue. Merci. Bonsoir. Qu'est-ce que c'est d'abord, en fait, j'ai envie de vous poser la question, qu'est-ce que c'est la famille Plouffe? Parce que pour les plus vieux d'entre nous, ça va nous rappeler évidemment d'autres souvenirs, mais quel est le lien qui vous unit, disons, à la famille Plouffe? Bien, en fait, c'est notre vrai nom de famille. Oui. Bon, déjà, ça part bien pour ça, mais véritablement, notre désir, à chaque fois, c'est de réactualiser la culture populaire, Oui. le vernaculaire, et d'en faire quelque chose de plus actuel, donc de plus lié à ce qui se fait aujourd'hui en art actuel, mais également de la vie en général d'aujourd'hui. Et le fait de garder ce nom-là, pour nous, c'est une belle façon de faire un lien avec notre mémoire collective, imaginaire collectif dans ce cas-ci, et puis une émission qui a été marquante pour le Québec, pour le Canada français, même dans son entièreté. C'était la première émission francophone, quand même. Donc, la famille Plouffe est toujours bien vivante. Oui, toujours vivante, oui. Bon, parlez-nous un peu de l'artiste que vous êtes, de vos premières expériences, de votre cheminement. En fait, donc, moi, j'ai étudié au cégep plutôt dans les sciences de la santé. Je pensais que je me vouais à une carrière dans ce domaine-là, mais j'ai rapidement réalisé que ce n'était pas ce que je cherchais du tout. Mais j'ai tout de même complété mon diplôme collégial à ce niveau-là. Et tout de suite après, donc pendant même ces études-là, j'ai eu un cours d'initiation à la sculpture. Et ça a été révélateur. Je me suis dit, non, c'est vraiment vers ça que je veux aller. J'avais déjà fait plusieurs cours au secondaire. Bon, ça, c'est un peu la genèse par rapport à tout ça, mais en réalité, donc, j'ai eu une période d'attente. J'ai eu quelques années entre mes études collégiales et l'université. Et puis, donc, quand j'ai fait mon parcours universitaire, je suis allé à l'Université Concordia. Et déjà, donc, j'étais avec ma femme à travailler en collaboration dans mes projets qui étaient à ce moment-là scolaires. Et puis, même chose, donc, par la suite, quand on a commencé, on a eu 2 enfants, donc, avec les années. Et aussi, les enfants, on a eu le désir de les impliquer d'une manière ou d'une autre. J'ai eu ce désir-là, toujours de poser des questions, à savoir qu'est-ce qu'ils en pensaient, quelles étaient leurs idées. Et c'est la raison pour laquelle je dis que j'ai toujours travaillé de cette façon-là, donc en famille, mais que plus officiellement, donc cette année, on a commencé à être présenté avec ce nom-là, donc la famille Plouffe. À quoi ont ressemblé vos dernières expositions? Alors, on a été très actifs cette année. Au tout début de l'été, on est allé faire une résidence de recherche au Centre d'artistes Vaste-Évêque, qui se trouve à Carleton-sur-Mer, pour préparer une exposition pour l'année prochaine. Donc, le fait, j'en parle parce que c'est la première étape qui est pour nous très importante, où on est en prospection. On recherche des données sur l'histoire, sur le patrimoine des différentes villes, dans ce cas-là, sur Carleton. Et donc, on a, dans ce cas-ci, trouvé des informations super intéressantes sur un personnage qui a marqué l'univers là-bas, l'imaginaire collectif, encore une fois, qui est, dans ce cas-ci, Dick à Saumur, qui est un pêcheur légendaire, là, de qui on raconte plein d'histoires un peu invraisemblables. On s'inspire de ce domaine-là et de d'autres éléments qu'on récolte. Et tout au long de l'année, on va réfléchir à ces questions-là, recontacter des personnes qu'on a rencontrées pour créer des œuvres, donc concrètement des sculptures, des installations qui verront jour l'automne prochain. Sinon, cet été, on a participé également au Symposium d'art contemporain de Baie-Saint-Paul, qui est pendant 1 mois, donc on est devant le public, c'est-à-dire que le public vient nous rencontrer. Et ça a été l'occasion pour nous de créer sur place et avec les gens. Donc, la raison pour laquelle je vous parle de mon processus, c'est qu'il fait vraiment partie de l'œuvre en tant que telle. C'est que la rencontre avec les gens est pour nous au cœur de l'œuvre.
Par exemple, à Baie-Saint-Paul, des gens nous ont apporté des cadeaux, dont un poster d'un spectacle qui avait eu lieu, au même endroit où on faisait le symposium, l'aréna de Baie-Saint-Paul, un spectacle des échassiers de la baie, qui sont précurseurs du Cercle du Soleil. Et dans ce cas-là, nous, on avait décidé de se fabriquer des échasses, de faire des actions avec des échasses, d'apprendre à marcher sur des échasses. Il y avait donc des éléments sculpturaux, des échanges avec les gens et également donc des choses à entendre. Donc, c'est vraiment des œuvres qui sont, au niveau des matériaux, très variés, extrêmement variés. Chaque lieu où on va exposer, d'une certaine façon, sera différent. Dans le cas de l'exposition qui a cours en ce moment du côté d'Action Art Actuelle, pas très loin d'ici, sur la rue Richelieu, qui s'appelle « Pète pas ma balloune », ça va ressembler à quoi? Les gens qui vont aller vous visiter, ils vont voir quoi? Alors, on a choisi de se concentrer sur certains éléments du patrimoine, encore une fois, dans ce cas-ci, de Saint-Jean-sur-Richelieu, et particulièrement du fait qu'anciennement, l'endroit où se trouve Action Art Actuelle était la boutique de vêtements pour enfants chez Béatrice. Oui. Et pour nous, ça a été vraiment intéressant de découvrir quelle place occupait cette boutique-là dans l'esprit des gens. Donc, on est allé à la rencontre de personnes âgées à la résidence Monseigneur Forget, entre autres. Et on a eu contact aussi avec le CHSLD, juste à côté, Faneuf. Et donc, l'occasion de demander à ces personnes qui viennent d'ici, bien, quelle place occupait cette boutique-là. Et tout le monde nous racontait, ben oui, je me rappelle quand j'étais enfant, je suis allé là, ou encore je me rappelle avoir emmené mes enfants pour magasiner pour des vêtements pour enfants. Et dernièrement, on a surtout eu l'occasion de rencontrer une dame qui a travaillé pendant 20 ans, 21 années même, à la boutique chez Béatrice. Elle a pu nous raconter un paquet d'histoires sur qui était Béatrice et comment étaient les autres collègues. Elle nous a même... Cette dame a maintenant 80 ans et travaille toujours, d'ailleurs, dans une boutique de vêtements. Alors, pour nous, c'était une merveilleuse rencontre. On en a vraiment profité pour que les enfants puissent la rencontrer également, faire connaissance. Elle nous a raconté des histoires merveilleuses sur ce qu'était cette vie-là de travailler dans cette boutique de chez Béatrice. Quels sont les matériaux que vous utilisez pour cette exposition? Les matériaux utilisés, donc, reflètent cet univers-là. En plus, donc, du fait qu'il y a eu une influence grande de l'usine Singer, mais également l'image qui colle à Saint-Jean-sur-Richelieu avec les montgolfières. Donc, dans les matériaux, on s'est concentré sur le textile. Ma femme, Émilie, elle a étudié en rembourrage artisanal. Donc, on en a profité pour utiliser cette technique qui est généralement associée à l'artisanat, pour créer des œuvres murales qui sont de rembourrage, donc avec une bourrure et ainsi de suite, mais des tissus qui sont collectionnés, qui ont été vraiment choisis par nous avec les années et qui reflètent des années passées. Donc, on pourrait dire que c'est reflète bien les années 60, 70, la fin de la boutique chez Béatrice et la fin même de l'industrie du textile dans les années 80 qui a commencé à déchoir. Par exemple, avec Textile Richelieu, qui était une branche de Dominion Textile qui a terminé en 85. Donc, tous ces tissus-là, pour nous, reflétaient une période qui était la fin d'une ère et le début d'une autre, avec les montgolfières, par exemple. Donc, la forme va faire penser aux montgolfières dans certains cas, et à d'autres moments, on s'est inspiré aussi des publicités qui ont été placées dans le Canada français pour la boutique chez Béatrice. Et on est allé chercher les personnages enfants qui étaient dans le journal pour les imprimer grandeur nature. Donc, il y aura un mélange entre le textile, le papier et également toutes sortes de matériaux trouvés. Et pourquoi avoir appelé ça « Pète pas ma balloune » ? Ah, pète pas ma balloune. Bien, l'expression... toutes nos expositions, généralement, on essaie d'utiliser des expressions populaires, encore une fois, dans ce désir de... L'idée de transmission de la culture est très liée à l'oralité. Et donc, dans ce cas-ci, c'est toujours intéressant d'utiliser des expressions qui sont drôles. Dans ce cas-ci, on voulait aussi faire référence au fait que parfois,
le fait de vouloir être artiste, on a tendance à vouloir décourager les gens, à vouloir aller dans le domaine artistique, soit musical ou peu importe le domaine artistique. Donc, Pète pas ma balloune, c'est un peu pour dire, ben non, vous voyez, nous, ça fonctionne, on arrive à créer des expositions pour se rapprocher des gens. Et puis, bon, ça fait un lien avec plein d'autres domaines, mais évidemment, les ballons, les montgolfières. Donc, c'est un jeu de mots qui fonctionnait bien pour nous dans ce domaine-là. Alors, exposition Pète pas ma balloune par la famille Plouffe jusqu'au 9 décembre chez Action Art Actuel, ici même, sur la rue Richelieu, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Bien, merci beaucoup. Merci infiniment. Et bonne continuation. Merci de m'avoir reçu. Ça fait plaisir. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Concernant les abris d'auto à Saint-Jean-sur-Richelieu, la réglementation vous permet, selon certaines normes à respecter, entre le 1er novembre jusqu'à la mi-avril 2018. Chaque semaine, on vous présente des extraits du conseil municipal. L'émission a fait relâche, évidemment, parce qu'on était en pause électorale, mais à compter de la semaine du 20 novembre, il y aura un nouveau conseil, de nouveaux élus, et on vous présentera à nouveau, bien sûr, des extraits du conseil municipal de Saint-Jean-sur-Richelieu. Chaque dimanche matin à 9h30, en direct, c'est le Télébingo. Et cette saison, il y a 4 000 $ en prix. Il y a une trentaine de dépositaires dans la région pour acheter vos livrets. Et puis, entre-temps, si vous désirez m'écrire, faites-le par courriel à Éric Latour en un mot, à commercial tvhr9.com.